1763, avec très peu de ressources, est décapité. Et c'est le début de cette longue remontée. C'est pour ça que je m'assure toujours contre le fait qu'on essaie de nous faire croire que tout a commencé en 1960. Tout a commencé 2 siècles auparavant, plutôt en 1763, où un peuple décapité, désorganisé, avec ses petits moyens, commence à se reprendre en main et chemine. La preuve d'ailleurs qu'il s'est repris en main, et c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que ce qu'on appelait la Révolution tranquille, au fond, c'est quoi? C'est l'aboutissement de cette longue et patiente remontée d'un peuple qui se reprend en main. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette remontée. C'est pour ça que je vois mal qu'on appelle grande noirceur cette épopée de courage et de prise en charge d'un peuple. C'est dans ce sens-là. Souvenez-vous du fameux maître chez nous. Donc, en 1763, ne reste ici que les prêtres et les curés. Et en 1962, pardon, M. Lévesque, évidemment, qui pousse un peu sur M. Lesage, finit par convaincre les gens de ce fameux leitmotiv qui s'appelle Maître chez nous. Donc, je pense que ça a été ça. C'est une reprise en charge par ce petit peuple de ce qui s'est passé chez lui. Et si on a pu faire en 1962 ce qu'on a fait en 1962, c'est parce que pendant 200 ans, il y a des gens qui ont travaillé pour que ça se fasse. Les gens que j'ai connus au moment de la Révolution tranquille, en fait, je suis le seul ici, je pense, qui a vécu les débuts de la Révolution tranquille. Non? Je me mettrais là-dedans. Oui, j'étais même à... Les gens que j'ai connus, moi, étaient très conscients de ça, c'est-à-dire de la filiation, l'héritage. Monsieur Parent, Gérard Filion, par exemple, Guy Rocher, Fernand Dumont, Guylaine Roquet, Sir Laurent de Rome, comme on l'appelait. Autrement dit, la première génération, appelons ça comme ça, la Révolution tranquille, se sentait très liée au passé. Et les gens, d'ailleurs, je me rappelle quand on avait les réunions de l'Association d'éducation du Québec, les gens qui préparaient le virage, là, dans cette salle-là, la majorité des gens étaient soit en soutane ou les femmes qui étaient là, pour en majorité, apportaient cornette. Hein. Je me rappelle, il y avait une religieuse de la congrégation Notre-Dame qui était un peu là, chef de troupe de synode. Alors, je ne me rappelle pas d'avoir vécu un temps où on disait, là, on coupe, là, mais on ouvre. Moi, ça se faisait au plan politique, et moi, je l'ai vécu au plan de l'éducation. Les gens essayaient d'ouvrir. Si vous lisez le rapport Parent, vous vous apercevez, par exemple, de ce lien-là, entre ce que le passé avait légué et le présent. Oui, Cal. J'ai relu dernièrement des parties du rapport Parent et je dois admettre que je ne vois pas ce sens de continuité, ce sens d'édifier sur quelque chose de passé. Le rapport Parent, c'est surtout un cri d'alarme dans le sens qu'il faut qu'on fasse certaines choses parce que ce qui existe n'est pas adéquat. Il y avait des aspects négatifs pour répondre à votre question. Par exemple, la situation de la femme par l'Église était mal vue d'une certaine façon. Le vote des femmes, ça a pris du temps. Le contrôle des prêtres sur les femmes, puis indirectement par les femmes sur la famille, ça a été vécu très lourdement par les gens. L'index pour les livres, bon, je pense encore en 1968, quand l'encyclique du pape sur la régulation des naissances est sortie, ça a été vu comme de la grande noirceur. Moi, je pense que Louis-René Lévon en a souvent parlé. Ce que mon collègue dit est parfaitement vrai. Mais il faut à un moment donné se demander, à une époque donnée, ça c'est une déformation d'historien, il y a une notion en histoire qui est importante. Il faut se demander à un moment donné, à une époque donnée, ce que les sociétés pouvaient donner. Il faut sortir du rêve et se demander ce qu'on pouvait exiger d'une époque. Et moi, j'aime bien dire que, c'est sûr, le collègue l'a souligné, qu'il y avait des aspects de noirceur chez nous. Mais à la même époque,
tous les intellectuels français, par exemple, soutenaient Staline. Et c'est ce que j'aime bien appeler, moi, la grande rougeur. Si j'ai le choix, au point de vue historique, entre la grande noirceur du Québec, ou ce qu'il y avait de grave, c'est que le premier ministre du Québec, M. Duplessis, si j'affirmais certaines choses qui étaient un peu hors de l'ordinaire, me traitait de poète, comme il disait si bien, c'était un peu insultant, mais c'était moins dangereux que de dire la même chose à propos d'un lieutenant de Staline et de me faire ou fusiller ou envoyer au goulag. Et il faut voir qu'à l'époque, on parle de millions de morts. Staline a fait exécuter par centaines de milliers des gens. Donc, quand on compare les époques, il faut faire attention. Oui, moi, ce que je dis, c'est que notre collègue a raison, mais il ne faut pas non plus, à l'échelle du monde, il ne faut pas accorder à certaines choses une importance démesurée. Ce que je dis en résumé, c'est qu'époque pour époque et lieu pour lieu, moi j'aimais mieux à cette époque-là vivre la grande noirceur du Québec que la grande rougeur stalinienne. Vous savez qu'en France, les grands intellectuels français de l'époque disaient cette chose épouvantable. Les grands historiens comme Raymond Aron, dénonçant ce qui se passait en URSS, a été réprimandé, chassé de l'université française. Et des grands intellectuels français disaient à l'époque, mieux vaut avoir tort avec Jean-Paul Sartre que raison avec Raymond Aron. Donc, cette espèce de monde dans lequel on vivait, et au Québec, évidemment, on a importé chez nous ces querelles marxisantes, révolutionnaires un peu, et on a voulu faire chez nous des changements. Mon collègue le disait, il y a des changements qui étaient nécessaires. Mais il ne faut quand même pas oublier, par ailleurs, toutes ces ressources, on pourra y aller en détail tantôt, dans le système d'éducation, entre autres, toutes les ressources, bien sûr qu'on peut reprocher au clergé d'avoir été, à un moment donné, responsable des hôpitaux, des collèges, etc. Mais ils l'ont été parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Évidemment, le pouvoir tend toujours à s'augmenter. Étant donné qu'ils ont été les seuls, au point de vue, à le faire, ben, ils sont implantés puis ils ont pris un peu plus de place. Il a fallu les ramener à l'ordre à un moment donné. Mais il faut voir dans cette espèce de volonté de pouvoir la volonté de gens qui veulent prendre de l'importance. Maintenant, derrière ce que mon collègue disait, il y a des points de vue de curés, mais il y a des points de vue d'hommes aussi. Je ne sais pas parce que c'était des curés qui traitaient les femmes comme ça. Là. Ce qui se passe dans les pays de l'islam actuellement nous montre bien qu'il n'y a pas de curés là, mais les hommes. Donc, il faut dissocier, je pense, ce qui était curé comme tel et ce qui était patriarcal. Je vous dirais que c'est patriarcal. D'ailleurs, il y a une écrivaine musulmane qui vient également de dire que ce qu'on fait subir aux femmes en pays musulman, c'est en fait un régime patriarcal. C'est un fait que chez nous, il y avait un système patriarcal où les hommes se conduisaient comme des patriarches au détriment des femmes, ça c'est clair. Mais ce n'était pas juste la faute du clergé, c'était très homme aussi. Oui, je pensais que tu évoquerais quand même tout ce qu'ont fait les chrétiens, puis l'Église en éducation, au point de vue des hôpitaux, au point de vue des syndicats, les syndicats chrétiens, qui ont fait un travail énorme pour la promotion des travailleurs et des hommes et des femmes. Il faudrait... Alors, c'est pas juste la grande noirceur, il y a plein d'aspects positifs aussi. Si l'animateur me permet de continuer... pas trop loin. Alors, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que donc les curés restent ici, l'éducation se fait comme elle peut. En 1801, le gouvernement anglais décide de passer une loi qui s'appelle The Royal Institution for Learning, où on décide qu'on va fonder dans chacune des paroisses une école anglophone et protestante. Et c'est là que les curés disent, ben ça n'a pas de sens. Encore les curés, il était le seul à pouvoir le faire. Qu'est-ce que le pauvre habitant qui avait, comme il disait lui-même, il avait de la misère à faire son train et à vivre. Là, bon. Les curés prennent ça en main, ils font ce qu'on appelle des écoles de fabrique. C'est la fabrique qui décide de fonder des écoles. Et à partir de ces écoles de fabrique-là, c'est la paroisse. À partir de la paroisse. C'est la fabrique, ce qu'on appelle une fabrique. Là, bon. À partir de la paroisse, ben, à un moment donné, ces enfants-là finissent en 6e année. Le curé de la paroisse commence à dire, ben, ce petit garçon-là, il pourrait aller plus loin. Donc, on fonde au Québec une chose qui est presque unique au monde, ça. Ces petits collèges au Québec classiques, mais il y en avait partout dans les campagnes. Mon grand-père a fait ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il y avait des collèges en Abitibi. Il y avait des collèges partout au Québec. Des petits collèges classiques. Imaginez-vous que mon grand-père, fils de cultivateur,